Bonjour à tous. Notre équipe, composée de David, Massimo, Alec et moi-même, Raymond, est ravie de vous présenter notre projet d'expérimentation en réalité virtuelle Excalibur. Ce projet a pour objectif principal de créer une expérience immersive unique offrant des sensations fortes grâce à un parcours utilisant la mécanique du double grappin. Nous avons cherché à repousser les limites de l'interactivité en proposant une aventure à la fois divertissante et vertigineuse. Le concept est simple, mais captivant. Un parcours chronométré où chaque joueur doit atteindre le sommet le plus rapidement possible tout en récupérant des pièces et des roues de fromage à l'aide de 2 grappins. Pour pimenter l'expérience, les meilleurs temps sont enregistrés sur un serveur en ligne et affichés dans un tableau des scores, ajoutant une dimension compétitive. Je vais maintenant laisser mes collègues vous présenter les détails de la conception, les défis rencontrés et les solutions innovantes que nous avons développées pour mener à bien ce projet passionnant. Un des points vraiment importants avec notre jeu, c'était le déplacement du personnage. Massimo va présenter le déplacement du grappin et les déplacements aériens, mais il fallait aussi avoir un déplacement plus intéressant que le déplacement de base au sol. Pour commencer le déplacement, on a utilisé le script déjà fait de OVR Player Controller qui utilisait un Character Controller. Ensuite, pour ajouter du fun au déplacement, on a décidé d'ajouter un sprint qui s'active avec le mouvement des mains. Pour ça, on a dû comprendre et modifier le script de OVR Player Controller. On a mis ces variables en statique pour pouvoir les modifier dans un autre script. Le fait de mettre des variables en statique dans un script qui venait d'un package a créé des problèmes parce que GitHub ignorait complètement les modifications dans les packages. On a donc dû installer tous les mêmes packages, mais ça nous a pris du temps de comprendre pourquoi ça créait des bugs. Ensuite, pour le code du sprint, ça a été un peu compliqué au départ parce qu'il n'y avait pas de tuto sur internet et aucune documentation sur comment faire ça. On a donc dû créer le script nous-mêmes de zéro en n'ayant pas vraiment une idée de comment faire, mais finalement ça s'est très bien passé. Le script est assez simple. Il commence par détecter la position des manettes en hauteur et la différence de distance entre les deux manettes. Et quand leur distance est inversée, donc quand la manette droite passe en dessous et inversement quand la manette gauche passe en dessous, le script donne des points de sprint, ce qui permet aux joueurs d'être considérés en course. Ensuite, à chaque intervalle de 0.6 secondes, on retire un point de sprint pour pas que le joueur continue de courir quand il arrête de bouger ses mains. La technique des points de sprint est un peu une solution à un problème qui était qu'on voulait pas que le joueur active le sprint par accident. Donc, on demande qu'il y ait 2 fois une différence entre les mains dans un court laps de temps pour que le sprint soit considéré comme activé. Grâce à ça, on peut aussi créer un sprint qui est plus progressif qui dépend du nombre de points de sprint que le joueur a acquis. Donc plus qu'il va bouger vite ses mains, plus qu'il va accélérer rapidement. On a aussi rajouté le fait que quand le joueur atteint la vitesse maximum, il a des particules de vitesse autour de lui pour lui indiquer qu'il a atteint la vitesse max. Le script fonctionne très bien. Mais malheureusement, on a eu un gros problème avec ça, qui est que ça ne fonctionne pas avec les grappins. Le problème qu'on a rencontré, c'est que le code du grappin utilisait un rigid body alors que le code de déplacement utilisait un character controller. Et quand on utilisait les deux en même temps, ça créait des bugs et ça propulsait le joueur dans une direction aléatoire. Malheureusement, on s'est rendu compte de ça trop tard, trop proche de la remise et on n'a pas eu le temps de corriger. Mais dans les pistes de solutions qu'on avait, c'était soit on changeait le code du déplacement, pour ça on en recrée un de zéro et on adapte le script du sprint pour qu'il soit compatible avec, ce qui n'est pas très compliqué puisque le sprint utilise aucune fonction de OVR. Ou sinon, on pourrait transformer le code du grappin pour le rendre compatible avec le character controller. On a essayé de transformer le code de déplacement qui utilise un character controller pour fonctionner avec un rigid body. Malheureusement, on a eu des bugs avec le New Input System de Unity qui nous a empêché de continuer et on n'a pas encore réussi à trouver la réponse à pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, pour notre projet, on voulait aussi rajouter un leaderboard en ligne, vu que c'est un jeu de simili-parcours, et on voulait encourager la compétition. Le but, c'était de faire le parcours le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est toujours possible. Donc, on voulait faire un timer, puis quand ce parcours était fini, le temps que tu avais fait, il allait dans un leaderboard en ligne, puis il y avait un menu de leaderboard en ligne dans le jeu pour le voir. Malheureusement, à cause du type de mouvement qu'on a utilisé, on n'a pas réussi à intégrer tout ce qui était les interactions de UI parce que ça fait casser les mouvements de notre projet. Donc, on a dû abandonner sur ce côté-là. On aurait voulu avoir le leaderboard en ligne. Il était 100% fonctionnel, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Ça cassait le projet. Donc,
comment il fonctionne, c'est que le joueur allait entrer son nom ici dans la barre des tâches, puis ça allait enregistrer le nom du joueur pour le transmettre plus tard dans le leaderboard. D'accord. Donc ici, disons que je rentre mon nom, tu fais soumettre, puis là ça te rentrait dans le jeu. Puis là, ici à côté, tu avais le leaderboard avec tous les records. Bon, ça, c'est pas les temps officiels, c'est des temps que j'ai fait pour tester. Mettais ici ton meilleur score. Elle allait vérifier ça avec le nom que tu avais inscrit. Ça met le meilleur score du nom que tu as marqué. Et donc, si on partait le timer, là, notre score c'est ça. L'action du bouton, ça aurait été la fin du niveau. Là. Mais ce bouton-là, il transmet ton score dans le leaderboard. Et maintenant, ton score est là. Et il est vérifiable. Il y a eu plusieurs bugs pour faire fonctionner ça. Principalement, tu pouvais pas transmettre deux scores dans la même session de jeu. Donc, pour trouver la solution à ça, j'ai réussi en resettant la façon dont j'envoie le score dans le leaderboard. J'ai juste fait reset là-dessus. À chaque fois qu'on envoie un score, tu resets la méthode. Puis ça va fonctionner. Puis c'est principalement ça le bug principal. Dans le fond, quel leaderboard en ligne qu'on utilise, c'est il y a un créateur sur itch.io qui fait un hoster de leaderboard en ligne. Donc tu peux hoster tous tes leaderboards comme tu veux. Puis on a utilisé ça. C'était difficile aussi, il n'y avait pas trop de documentation, donc c'était un petit peu difficile à comprendre, mais j'ai réussi à y arriver. Et donc j'ai pu y arriver, puis je suis fier du résultat. Un autre des problèmes qu'on a eu, c'est que ce leaderboard-là en ligne, il prend juste des integers comme variables, puis nos variables, c'est des floats. Donc, il fallait que je convertisse ça en integer, et qu'après ça, quand j'allais chercher les scores, je les reconvertisse en float. Donc ça a été un succès, c'était très le fun aussi. Puis j'ai beaucoup appris comment utiliser les for loops au cours de ce projet-là. Donc ça a été une bonne expérience. Donc, voici le menu avec nos contrôles. Donc, comme vous pouvez voir, les triggers ici servent à tirer le grappin. Et ensuite, on peut rétracter le grappin avec ces boutons-ci. Premièrement, voici un peu un aperçu du gameplay. Donc là, comme on peut voir, on peut tirer un grappin sur n'importe quoi et on va rester connecté. Et ensuite, avec ce bouton sur le côté, on peut se tirer vers le point où on est grappiné. Comme ça. Mais on a un deuxième grappin aussi. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Et maintenant qu'on est agrippé à 2 points, on peut s'envoyer entre les deux. Comment marche notre grappin? Premièrement, on appelle nos fonctions. La plupart des choses qu'on peut faire sont dans un script, sont dans le script GrappleScript et vont être appelées avec le Controller Buttons Mapper. Donc, on a une variété d'actions qui peuvent toutes être appelées à partir de ça, que je vais maintenant expliquer dans le code. Dans notre caméra rig, on a dans chacune des mains placé une coupe de choses. On a un objet empty qui est là juste pour garder la position et la rotation, tout ça. Et il y en a un dans chacune de nos mains. On a un projectile qu'on va tirer et on a projectile location. Le projectile sur lui a un collider, un rigid body, le script grapple projectile 2 et un line render. Donc maintenant on peut vraiment retourner à Visual Studio. Les game objects ici sont les projectiles qu'on a, un pour chaque main et l'objet de location d'endroit de projectile. On a un float pour la vitesse du projectile. On a une variable pour la distance maximale à laquelle on peut tirer le grappin. Et on a une autre variable, une qui est une statique et qui va être accessible de partout et une qui va être accessible qu'on peut changer dans l'inspecteur. Donc dans le start ou non, dans le awake, on va assigner celle qu'on choisit dans l'inspecteur à la variable statique et on va faire la même chose avec string strength. Et en bas va être pour la force de quand on veut s'envoyer vers le point qu'on a de grappiner. Ça va être la force à laquelle on fait ça. Ça va être cette variable ici. Et on a max velocity. Donc, c'est juste toutes les variables pour vraiment commencer à expliquer le code dans le update. Tout ce qu'on a, c'est simplement pour limiter la vitesse maximale. Et donc, ici, tout le reste devrait être des fonctions qui peuvent être appelées à travers le Controller Buttons Mapper. Ce sont toutes ces fonctions ici. Donc, le code pour tirer, ça met le projectile
de la main que tu as utilisé pour tirer. Ça met son parent à null pour qu'il utilise le transform. Et dans le fond, ça prend ton projectile, ça le met à active et ensuite ça le tire tout droit vers où ta main est pointée. Ensuite, quand tu relâches le bouton pour tirer, ça désactive le projectile. Quand le projectile touche à quelque chose, on le met à is kinematic. Donc, quand on relâche le bouton, on met is kinematic à false. On lui met une vélocité de 0. On lui remet son parent étant où qu'il était à l'origine pour ensuite lui donner position et la rotation de l'objet, son objet équivalent qui sert seulement juste à lui donner le même transform. Une partie du script pour le grappin lui-même se passe dans rappel projectile 2. Donc, si on va chercher quand il entre en collision avec un mur, premièrement, on l'arrête, ensuite, et on le met à is kinematic pour pas qu'il bouge, et on part la fonction swing start. Et dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est on rajoute au joueur, ou le caméra rig, un spring joint, et on met tous les paramètres nécessaires pour que ça marche. Et le connected anchor du spring va être la position du projectile. Les fonctions grapple, gas, air, ça c'est toutes des reliques. Le code du grappin est assez simple, mais est passé à travers plusieurs itérations. Grapple, gas, air est quand on pèse sur le bouton du côté pour se propulser vers notre point. Tout ce que ça fait, c'est si le projectile est allumé, on appelle la fonction swing gas et la fonction swing gas, ce qu'elle fait, c'est pour expliquer le spring joint, au cas qu'il y en a certains qui savent pas trop, c'est un joint qui essaie de nous garder entre une distance maximale et une distance minimale. Donc, on peut propulser notre joueur vers ce point si on prend la distance minimale et on la met à 0. Et ensuite, on a gas R et L up, qui est quand on relâche le bouton, qui vont appeler les fonctions swing gas. Donc maintenant, je sais que j'ai déjà expliqué quelques parties du script grapple projectile 2, mais je vais juste repasser dessus. Si vous vous rappelez, quand il entre en collision, on l'arrête et on le met à kinématique. Dans l'update, on vérifie si il est kinématique, qui veut dire qu'il a touché quelque chose, qu'on est supposé être agrippé à quelque chose en ce moment. Et si c'est le cas, on appelle la fonction rope ray. Tout ce que la fonction rope ray fait, c'est prendre l'emplacement, la position de notre main et la position de notre projectile et les passe au line renderer pour ensuite générer la corde entre notre main et le projectile. Ensuite, on a swing start. Ensuite, on a swing stop. On détruit simplement le spring joint. En conclusion, malgré les défis techniques rencontrés, nous sommes fiers des avancées réalisées avec Excalibur. L'intégration complète du déplacement n'a malheureusement pas pu aboutir en raison de conflits entre le Rigid Body et le Character Controller, deux systèmes qui se comportent différemment dans le moteur physique de Unity. Ce problème a limité notre capacité à offrir une expérience de mouvement fluide et entièrement fonctionnelle. De plus, bien que l'implémentation du chronomètre et du tableau des scores en ligne était une ambition clé de notre projet, nous n'avons pas pu finaliser ces fonctionnalités dans le temps imparti. Cela reste cependant une piste d'amélioration prometteuse pour le futur développement de ce projet. Malgré ses limites, le double grappin qui est au cœur de l'expérience a pu être partiellement intégré. Il permet déjà aux utilisateurs de se déplacer dans l'environnement en expérimentant la mécanique unique que nous souhaitions proposer. Cela constitue une base solide pour de futures itérations et améliorations. Ce projet nous a permis d'apprendre énormément, tant sur les aspects techniques que sur la résolution des problèmes complexes liés à la réalité virtuelle. Nous sommes convaincus que ces apprentissages seront précieux pour nos projets futurs. Merci beaucoup pour votre attention et nous espérons que vous apprécierez l'expérience que nous avons pu mettre en place jusqu'ici avec Excalibur.